Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va entamer un autre cours sur la mécanique des fluides pour le niveau deuxième année bac, sciences et technologies mécaniques. Donc unité conception, la fonction c'est alimentée en énergie hydraulique. On va travailler avec le produit support qui est le chariot élévateur 3 roues. Bon, à la fin de cette séance, vous serez en mesure d'identifier les composants d'une installation hydraulique et de justifier le choix d'une pompe hydraulique. Le sommaire ou bien le plan de secours, présentation du système, fonctionnement, structure fonctionnelle, des généralités sur les fluides et un petit rappel hydrostatique, puis la cinématique des fluides. L'évolution du transport de marchandises fait croître chaque année le besoin en charriers de manutention. Une société spécialisée en matériel d'entreprise, destinée principalement au chargement et déchargement de palettes, souhaite faire évoluer le produit pour développer un chariot élévateur 3 roues, comme vous voyez sur la figure. Ayant sensiblement la même conception que le chariot actuel qui ne peut soulever, déplacer et déposer qu'une seule charge maximale de 1250 kg d'une position initiale à une position finale. Le fonctionnement de chariot élévateur. Avant toute étude, bien sûr, d'amélioration des performances, il est utile de comprendre d'abord le fonctionnement du nouveau chariot élévateur 3 roues et celui de ses différents organes, en particulier le mécanisme de soulèvement de la charge. On représente ici le cycle de référence pour le chargement ou le déchargement des charges qui est composé dans 3 étapes. La première étape, c'est de soulever la charge. La deuxième, de la déplacer. Et la troisième étape, la dernière, c'est déposer la charge, puis le conducteur revient à la position initiale et le cycle recommence. Description du chariot élévateur 3 roues. Le chariot élévateur 3 roues est actionné par 3 moteurs. Un moteur de direction de puissance de 850 watts, un moteur de traction entraîne la roue arrière motrice pour déplacer le chariot d'élévateur 3 roues grâce au mécanisme de traction, et enfin un moteur de levée. Alors comme vous voyez sur l'image, vous avez la fourche. Vous pouvez voir ici la fourche qui permet d'enlever les palettes. Là, les rails de guidage pour permettre de déplacer la palette verticalement. Et bien sûr, là, vous pouvez remarquer aussi le poste de conducteur qui est assis là pour exécuter ces tâches. Ce qui va nous intéresser plus dans cette étude, c'est la chaîne fonctionnelle de levage. On va s'intéresser essentiellement à la chaîne fonctionnelle de levage. Alors, la chaîne d'énergie, elle est composée de 4 fonctions génériques: alimenter, distribuer, convertir, puis transmettre. Vous pouvez remarquer ici le flux d'énergie hydraulique entre la fonction alimenter et distribuer, puis entre distribuer et convertir. Une fois on passe la fonction convertir, c'est un flux mécanique entre la fonction convertir et transmettre. Alors pour la fonction alimenter, nous avons un groupe hydraulique. C'est lui qui est responsable d'alimenter le système en énergie hydraulique. Là, la distribution est réalisée par un distributeur hydraulique, comme vous voyez sur l'image. La conversion de l'énergie est assurée par un vérin hydraulique central. Voilà, c'est là que la charge est posée pour permettre au conducteur de lever la charge. On va zoomer un petit peu sur l'installation. Donc, vous voyez ici, c'est le schéma d'installation hydraulique. Là, c'est le moteur. Alors, le moteur de levée, il va actionner une pompe hydraulique qui alimente à son tour le circuit. Tout ça, c'est le circuit hydraulique en pression suffisante. Bien sûr, à la fin,
l'énergie va être convertie ici par un vérin hydraulique central qui va enlever la charge, comme vous le voyez, une charge F avec une vitesse F. Bon, bien sûr, il y a des rails de guidage pour guider la charge. Ça, c'est en gros le schéma partiel de l'installation hydraulique pour soulever ou déposer une charge. L'objectif, c'est le choix de la pompe hydraulique. La pompe hydraulique qui va alimenter le circuit hydraulique en pression suffisante pour soulever et déposer cette charge. Le schéma partiel de l'installation qu'on a vu tout à l'heure montre que c'est la pompe hydraulique qui alimente le vérin hydraulique central pour soulever ou déposer une charge maximale estimée à 30 000 newtons. Bien sûr, le poids de la palette compris, plus les accessoires mobiles. L'objectif, c'est quoi? C'est de choisir le calibre de la pompe hydraulique. Donc, toute cette étude, c'est pour choisir le calibre de la pompe hydraulique convenable, assurant l'alimentation de ce vérin. Pour cela, nous exploitons les hypothèses et les données suivantes. Alors, les hypothèses et les données que nous avons. Le fluide qu'on va utiliser, il est supposé incompressible, avec une masse volumique de 900 kg par mètre cube, avec une viscosité cinématique de 0,5 10 à puissance moins 4 mètres carrés par seconde. Le fluide se déplace à la même vitesse dans la conduite d'aspiration du point 0 vers le point 1 et dans la conduite de refoulement 2 à 3. Les pertes de charge dans la conduite de refoulement entre les points 2 et 3 sont estimées à moins 50 joules par kilogramme. Le travail fourni par la pompe hydraulique est estimé à 15,24 10 à puissance 3 joules par kilogramme. Et la différence des niveaux entre les deux points est négligée. Donc, on va voir Z2 est égal Z3. Bon, avant de continuer cette étude, des notions de la mécanique des fluides sont nécessaires pour bien démarrer. Je vais commencer par des généralités sur la mécanique des fluides. La mécanique des fluides, c'est la science des lois de l'écoulement des fluides. Elle est la base du dimensionnement des conduites de fluides et des mécanismes de transfert des fluides. C'est une branche de la physique qui étudie les écoulements de fluides, c'est-à-dire les liquides et les gaz, lorsque ceux-ci subissent des forces ou des contraintes. Elle comprend deux grandes sous-branches, la statique des fluides, ou bien l'hydrostatique, qui étudie les fluides au repos et l'étude de la pression. Nous avons aussi la dynamique des fluides, qui étudie des fluides en mouvement. Donc, nous avons la statique des fluides et la dynamique des fluides. Pour les caractéristiques des fluides, les fluides peuvent être classés en des fluides parfaits, sans frottement, des fluides réels, avec frottement, des fluides incompressibles, surtout les liquides, et des fluides compressibles. Bien sûr, c'est les gaz qui sont compressibles. Les fluides sont caractérisés par les propriétés suivantes: la masse volumique, le poids volumique, la densité et la viscosité. Ces propriétés seront utilisées ultérieurement. Un petit rappel sur la notion de pression. Donc, vous avez déjà vu les notions de la pression, mais quand même, on va quand même rappeler un petit peu pour les gens qui n'ont pas cette notion. Donc, la pression exercée par une force F agissant perpendiculairement sur une surface S est donnée par la formule suivante. E est égal à F sur S, avec F, c'est la force exercée par le corps. S, c'est la surface. Et la pression, donc, c'est le rapport entre la force et la surface. La force, c'est en newton. La surface, c'est en mètre carré. Comme ça, donc, la pression va donner, c'est en newton par mètre carré. Il y a plusieurs unités de la pression, mais l'unité légale du système international de pression, c'est le pascal. 1 pascal égale 1 newton par mètre carré. Ou bien le bar aussi, très utilisé le bar. Le bar, 10 à la puissance 5 pascal. Une unité un petit peu ancienne, c'est l'atmosphère, mais ça existe aussi. L'atmosphère, c'est 101 325 pascal, appelée la pression atmosphérique normale. Maintenant, on passe au principe fondamental de l'hydrostatique. C'est très essentiel, ce principe. Dans un fluide, comme vous voyez sur l'image ici, sur le schéma, la pression
est la même en tout point situé sur un plan horizontal ici. Donc, vous avez les points A, A'. On parle du plan isobare. Ça veut dire que la pression OA, c'est la même en A', c'est la même en tout point sur ce plan-là. De même, la pression est identique dans toutes les directions, hein, toutes les directions de son plan-là, dans ce plan. La pression absolue en A est égale à la somme de la pression effective et de la pression subie par le point B. Donc, vous avez la pression au point B. Cette pression, elle est exercée par l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Donc, pour avoir la pression en A, on doit ajouter à la pression au point B, on doit ajouter ce terme-là, ρ G fois H. Ρ, c'est la masse volumique du fluide en kilogrammes par mètre cube. H, c'est la différence de niveau entre le point B et le point A. Et ce qu'on appelait aussi la dénivellation entre les points A et B, c'est en mètres. Donc voilà le principe. Le principe, c'est que la différence de pression entre deux points A et B d'un fluide est donnée par la relation suivante. PA moins PB, donc la pression PA ici, et la pression PB là, est égale ρ fois G fois H. C'est le principe fondamental de l'hydrostatique. Maintenant, une application très classique du principe fondamental de la statique, c'est la presse hydraulique. Comme vous voyez sur le schéma ici, alors nous avons ici un petit piston avec une surface petitesse, et là, de l'autre côté, un grand piston avec une grande surface R. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire là? Alors là, quand j'exerce une petite force F, normalement, je dois soulever une force très importante là. C'est le théorème de Pascal qui le dit. Alors, comment? On exerce une force petite F sur le piston. En A, l'augmentation de pression, ça va donner PA est égal à F sur S. Là, c'est une démonstration. D'où une surpression en B. Donc, ça va donner une surpression en point B. La pression en B, c'est la F sur grand S. Donc, d'après le théorème de Pascal, on a dit tout à l'heure que la pression sur le même niveau est la même. Donc, on va voir que PA, la pression OA, c'est la même en B, d'où l'égalité F sur petit s est égal à grand F sur petit s. Et ça va donner ça en remplaçant la surface par sa valeur. La surface parce que c'est cylindrique, donc pi d carré sur 4. Et la même pour le petit piston. Pi d carré sur 4, on obtient enfin la force F. Si on veut calculer la force F, c'est quoi? C'est petit f multiplié par d sur grand D sur petit d, le tout au carré. Là, c'est une application très importante du principe fondamental de la statique. Et c'est très utilisé pour l'élevage des voitures, etc. Donc, c'est très, très important. Des caractéristiques physiques aussi. C'est quoi la compressibilité? Alors, je rappelle, les liquides sont incompressibles. Cette propriété est utilisée dans les systèmes hydrauliques. Vous voyez ici, nous avons dans ce piston-là, dans ce vérin-là, de l'air. C'est un fluide compressible. En général, les gaz sont compressibles. Par contre, les huiles, les liquides, et particulièrement ici parce qu'on travaille en industrie, de l'huile, c'est un fluide incompressible. C'est très important. Donc, les liquides sont incompressibles. Cette propriété est utilisée dans les systèmes hydrauliques. Donc, on va exploiter cette propriété d'incompressibilité des huiles pour les utiliser dans le levage des chariots, etc., qu'on a vu tout à l'heure sur le support. Une notion aussi, le coefficient de compressibilité, V1 moins V2 sur V1. Vous voyez ici V1, un volume plus grand. Là, V2, c'est l'étape finale, V2. Donc, V1 moins V2 sur V1, ça donne ce qu'on appelle le coefficient de compressibilité.